C'est mieux chez nous, du lundi au vendredi de 9h à 11h sur Guadeloupe la Première. C'est mieux chez nous, c'est mieux chez nous, c'est mieux chez nous, c'est mieux chez nous. Avec lui et chez vous, Christophe Cubil. CMCN, c'est mieux chez nous, CMCN et la générosité, et même bien plus. J'ai envie de parler de don de soi, donnons la vie ou redonnons la vie. Au lendemain de la journée mondiale du don d'organes et de la greffe, je vous propose de revenir sur ce qu'on peut considérer comme des freins. C'est des freins encore trop grands chez nous et qui perdurent dans ce don de soi. Il est vrai que donner de l'argent à une personne dans le besoin, j'ai envie de dire que c'est à la portée de tous, en tout cas à la portée des porte-monnaies. On ne se mouille pas trop, on ne se met pas trop en avant, sans parler de danger bien sûr. Mais quand il s'agit de donner une partie de soi, un bout de son corps, alors là, ça coince. D'ailleurs, la Guadeloupe est un département où le don d'organes n'est pas encore rentré, ce qu'on peut parler, c'est rentré dans les mentalités, on peut le dire comme ça. À quoi le doit-on ? Comment faire évoluer cette attitude ? Qu'est-ce qui freine ? Puisqu'on parlait de frein, je parlais de frein tout à l'heure. Qu'est-ce qui freine encore ? On va le voir notamment avec le docteur Roland Lawson. Bonjour docteur. Bonjour Christophe. Et bienvenue. Il faut dire que vous êtes aussi le président de l'AFIM, c'est FIM ça Santé. C'est l'association pour la formation, l'information médicale et la santé. Et toujours et encore communiquer sur le sujet, docteur. Toujours. Ouais. Vous êtes accompagné de Anne-Marie Ogolis-Saussin. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Christophe. Vous êtes infirmière coordinatrice de la greffe rénale Antilles-Guyane. Oui. Donc vous voyagez pas mal dans la Caraïbe. Je voyage pas mal, oui, Ouais. si on veut. Ouais. Voilà, je vais en Martinique une fois ou 2 fois par an, Oui. et en Guyane aussi. On va revenir sur votre travail de Ouais. coordination, justement. Je me souviens que vous étiez déjà là, docteur, l'année dernière, pour le même sujet. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut communiquer, et encore, et encore. Et depuis l'année dernière, docteur, le travail, est-ce qu'il porte ses fruits ou pas suffisamment ? Écoutez, là, depuis l'année dernière, donc, nous avons eu au total, pour la Guadeloupe, 7 donneurs prélevés. Et là, depuis le début de l'année 2018, nous sommes à 12 donneurs prélevés. 12 donneurs prélevés. Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire des personnes qui étaient en mort encéphalique et dont l'entourage a pu témoigner qu'elles étaient en faveur du don d'organes. Oui, parce que est-ce qu'on peut revenir sur la façon de procéder ? Jusqu'à il y a quelques années, il fallait avoir sa carte de donneur sur soi. Non, en fait, la carte de donneur, elle n'a rien de légal. Ce qu'il faut, c'est informer ses proches de son opinion, si on est pour ou contre le don d'organes. C'est vraiment... Je croyais qu'il fallait... non, mais je parle d'il y a quelques années. Je ne parle pas de là, maintenant, la législation en vigueur. Oui, non, il y a... Non, il n'y avait pas cette carte de donneur qu'il fallait... Non. D'accord. Donc c'était des idées reçues, c'est bien parce que je ne dois pas être le seul à avoir pensé ça. Mais maintenant, en fait, c'est inversé. Plutôt que de dire je veux, c'est je ne veux pas. En fait, il faut le signaler. Dans un sens comme dans l'autre. l'autre. Voilà, dans un sens comme dans l'autre. Et comme le dit la loi, c'est vrai que nous sommes tous donneurs par défaut. Voilà, par défaut. Mais et à partir du moment où nous n'avons pas informé nos proches, nous sommes présumés consentants, mais il faut informer ses proches dans la mesure où, lors de l'entretien, on informe les familles de la mort. Donc c'est une mort particulière avec à cœur battant.
Et aussitôt après, on doit donc faire la demande et souvent, cette famille qui est en grande détresse doit prendre une décision alors que le défunt n'en avait jamais parlé. Donc, c'est vraiment une situation difficile pour la famille. Alors là, on s'intéresse singulièrement aujourd'hui aux greffes de reins parce que c'est la seule qu'on pratique ici en Guadeloupe. La greffe, également la greffe de cornée, en sachant qu'on ne prélève plus les cornées en Guadeloupe, mais ce sont des cornées qui viennent de banques de tissus de France métropolitaine. C'est-à-dire la banque de cornée, donc c'est les yeux de quelqu'un d'autre. C'est la petite lentille translucide qui est donc... C'est ce qui donne la couleur ou pas? La non. Couleur de l'œil? Non. Non, c'est pas le cristallin, non, c'est vraiment la petite lentille translucide qui est à la partie antérieure de l'œil. Non, parce que je me posais la question, je me dis que ça aussi, c'est éthiquement, c'est pas facile de porter. Il y a des choses qu'on peut avoir, un organe de quelqu'un d'autre, mais on ne le voit pas, il est intérieur comme le rein. Mais une partie visible, c'est peut-être encore un peu plus dur à accepter. Parce que je me posais une question aussi en préparant l'émission. Je me disais, on se met, il y a les deux côtés. Il y a celui qui donne, d'accord. Lui, il donne, il est plus là. Mais celui qui reçoit également, ça doit être, c'est particulier. Il faut se préparer à recevoir l'organe de quelqu'un, parce qu'on vit après avec une partie de quelqu'un d'autre, en soi, Anne-Marie. Oui, il y a une préparation psychologique du patient. Oui. Effectivement. Vous êtes donc infirmière coordinatrice de la greffe rénale anti-Guyane, donc vous ne vous occupez que de cette partie-là. C'est quoi votre rôle exactement, puisqu'on s'intéresse à la greffe de rein? Alors, moi, je m'occupe du patient insuffisant rénal qui vient d'un centre de dialyse, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane. Et donc, il vient à l'unité de greffe, parce que je travaille au CHU de Pointe-à-Pitre. Donc, il vient à l'unité de greffe pour préparer son dossier pré-greffe. Donc, il est pris en charge par une équipe pluridisciplinaire, donc qui comprend l'infirmière coordinatrice, le néphrologue, l'urologue et l'anesthésiste. Cette équipe va procéder à l'inscription sur la liste nationale et l'accompagner à la transplantation rénale. Donc, il y a un parcours pré-greffe qu'on a établi et je vais vous expliquer ce parcours. Oui. Avant d'arriver à la greffe, est-ce qu'on peut revenir à la dialyse, justement? Comment arrive-t-on à être dialysé? Alors, le patient est considéré comme insuffisant rénal terminal. Donc, le traitement, c'est l'hémodialyse, la dialyse péritonéale, il y a aussi la dialyse péritonéale et la greffe. D'accord ? Donc, l'hémodialyse, je ne vais pas m'attarder trop sur l'hémodialyse. C'est une méthode d'épuration pour débarrasser le sang de ses déchets. D'accord ? L'hémodialyse. Et la dialyse péritonéale, c'est une... Péritonéale. Comment ? Péritonéale. C'est une autre technique qui permet de filtrer le sang par le péritoine. Oui. D'accord ? Et il y a un liquide aussi stérile qui est introduit par un cathéter à l'intérieur de l'abdomen. Voilà. Et le meilleur traitement, c'est la greffe rénale. C'est un traitement... déjà, c'est moins contraignant, forcément. Enfin. Oui, le patient, quand même, a une meilleure qualité de vie. D'accord. Et aussi, c'est un meilleur coût pour la société. Ah oui. Le chemin inverse n'est pas possible, on est bien d'accord. Quand on est dialysé, on l'est à vie. Alors... Docteur, peut-être oui, donc... Quand on est insuffisant rénal chronique au stade terminal et qu'on est dialysé, c'est à vie. Alors, et par contre, il existe des maladies qui provoquent des insuffisances rénales aiguës et qui peuvent nous amener donc en réanimation à dialyser les malades pendant une durée déterminée de quelques jours ou de quelques semaines. Mais là, c'est vraiment en aigu et avec une récupération par la suite de la fonction rénale. Il arrive, là je m'adresse à vous deux, Anne-Marie, docteur Lawson, qu'un dialysé ne veuille pas, soit très bien à subir ces dialyses, c'est-à-dire 3 fois par semaine, je crois, 3 demi-journées, c'est 3 fois 4 3 fois par semaine, 4 heures. Pendant 4 heures. Voilà, ça fait 12 heures par semaine. Est-ce que ça arrive ? Effectivement, ça arrive. Il y en a qui préfèrent leur machine que la greffe. Oui, ça arrive.
Pourtant, on finit par avoir on retrouve une vie normale avec la greffe de rein. Oui, c'est vrai que ce sont des personnes qui peuvent faire des projets, c'est-à-dire qui peuvent voyager. Et c'est vrai que c'est un nouveau départ dans la vie. Et c'est la raison pour laquelle le titre de notre campagne sur le don d'organes cette année, le don d'organes et la greffe, c'est « Millions de nouveaux souffles pour la vie ». D'ailleurs, c'est une exposition, le vernissage a eu lieu hier. Oui. A eu lieu hier soir au terminal régional de l'aéroport Paul Caraïbe. Donc, il s'agit d'une fresque qui rend hommage donc aux donneurs, aux familles de donneurs qui ont témoigné de leur choix et également aux greffés. Donc, cette fresque a été financée par le Lions Club Sainte-Anne-Caravelle et la société aéroportuaire Guadeloupe-Paul Caraïbe s'est sentie impliquée dans cette œuvre majeure de cette campagne sur le don d'organes 2018. Et qui l'a réalisé, cette fresque ? Voilà, donc c'est Monsieur Patrick Boucard qui a réalisé cette fresque. Donc nous invitons à quoi ça ressemble pour ceux qui ne l'auraient pas vu brièvement? Oui. C'est quoi? C'est des... En fait, il y a au premier plan donc 3 greffés. Et c'est de la peinture, hein? C'est de la peinture. Oui. C'est de la peinture. Donc au premier plan, on voit 3 personnes qui sont greffées, et en arrière-plan, on voit donc quelqu'un qui correspond au donneur. Voilà. Mais c'est une très belle œuvre et nous invitons donc. C'est gratuit, hein, on peut aller sur le terminal de croisière, c'est ça? Non, terminal régional de l'aéroport Paul Caraïbe. Ah, c'est à Paul Caraïbe. À Paul Caraïbe. Terminal régional. Régional. Ah, le régional. Le régional. Ouais, donc, nous invitons toute la population à aller admirer cette œuvre. Même si vous n'avez pas d'avion à prendre, vous pouvez vous y rendre. Oui. Voilà, vous allez. Et il va y avoir du monde alors qui va se rendre là-bas, juste par curiosité. Et parmi les donneurs, justement, là, on est monté dans les chiffres, hein, vous l'avez dit, je crois, tout à l'heure, ou on l'a dit en off, un peu. C'était 517 au mois de septembre, et il y a quelques donneurs en plus maintenant. Enfin, des receveurs aussi, il y en a qui ont reçu aussi. Donc là, nous sommes à 520 alors, greffes. Voilà, 3 de plus. Voilà, nous sommes à 51 greffes à ce jour. Depuis le 1er janvier 2018 à ce jour, nous sommes à 51 greffes. Comment? Parce que le parcours, pour en arriver on va détailler ce parcours-là avec vous, Anne-Marie, parce que vous êtes au fait, justement. Je ne vais pas parler de parcours du combattant. Si, dans le sens où il y a une longue attente, c'est comme il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête pour celui qui fait la demande de greffon. Ça prend combien de temps? Ça peut prendre combien de temps? Le délai, on va dire entre 6 mois et 4 ans. Les greffons sont très rares, il faut dire ce qui est. Donc il y a peu de donneurs, donc peu de greffes. Est-ce que le greffon doit venir forcément pour un Antillais, d'un Antillais, ou est-ce qu'il peut venir de n'importe quelle population? Nous prélevons en Martinique, en Guyane, d'accord, et on peut recevoir aussi des reins de métropole. On s'occupe du don d'organes et on communique en tout cas sur le sujet aujourd'hui. Si vous avez des questions à poser, puisqu'on est en pleine semaine de sensibilisation, de communication autour de ce don d'organes et de greffe, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Je vais donner la parole dans un petit instant à Nadia, 05 90 96 6000, avec le docteur Roland Lawson et Anne-Marie Ogoli-Saussin, infirmière coordinatrice de la greffe rénale Antilles-Guyane. À tout de suite. Il y avait une chanson d'Enrico Macias qui disait « Donnez, donnez, donnez ». Et ben voilà, c'est le moment ou jamais de penser à donner. Alors, on va voir quelles sont les modalités pour donner. On s'intéresse singulièrement ce matin au don de reins, parce que c'est ce qu'on pratique, j'allais dire fréquemment, pas suffisamment, mais c'est quelque chose qu'on fait très bien
Ici, on a un plateau technique pour le réaliser et Anne-Marie Ogolis-Ossin est là pour en témoigner puisqu'elle est infirmière coordinatrice de la greffe rénale Antilles-Guyane. Et puis Roland Lawson, lui, le docteur, est habitué de ce plateau. L'année dernière, il était déjà là pour parler du même sujet. Président de la FIM, l'association pour la formation, l'information médicale et la santé. Nadia s'est sauvée. Je pense qu'elle a eu une urgence. Elle est infirmière, Nadia, soit dit en passant. En revanche, on a Micheline qui est ici au 96 6000 et on va continuer évidemment de débattre et puis de s'intéresser à ce processus, comment on en arrive à la greffe finale. Bonjour Micheline. Bonjour Guadeloupe Première. Bienvenue. En fait, je voudrais... Allô ? Oui, on vous écoute. Oui, je voudrais savoir, est-ce que les parents du donneur doivent payer pour donner les organes, s'il vous plaît, et le coût? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, le don d'organes est anonyme et gratuit. Anonyme et gratuit à partir d'un donneur vivant, d'un donneur décédé. Pareil pour un donneur vivant, le don n'est plus anonyme, mais est également gratuit. D'accord. Voilà. Donc le receveur aussi. C'est gratuit. C'est gratuit. D'accord. C'est la Donc, gratuité. La gratuité. gratuit. La gratuité. Gratuit, Le don d'accord. est entièrement gratuit. Ben, j'ai envie de vous dire Ok, heureusement mais parce d'accord, que... j'ai une confirmation parce que j'étais dans le cas. Merci beaucoup. Merci Micheline. Bonne journée. Ok, on fera. Au revoir, ça me permet de rebondir, de rappeler que dans certains pays, hélas, quand on parlait de pauvreté, d'extrême pauvreté, on en parlait là, parce qu'il y a la pauvreté, mais il y a l'extrême pauvreté, où on est prêt à la fois vendre une partie de ses reins, son rein par exemple, le vendre pour donner à manger à ses enfants, et puis il y a du trafic d'organes. Là, cette fois, on ne pose même pas la question à savoir si vous êtes d'accord, c'est qu'on vous kidnappe et puis on vous vole vos organes. Là, ça devient très très grave, évidemment, dans ces moments-là. Merci Micheline pour cette remarque. Et puisqu'il y a vous y avez fait référence, on va y venir sur le sujet. On fait toujours référence au don d'organes au moment de sa mort, mais c'est aussi possible de son vivant. Hein, alors pas pour tous les organes, c'est ce qu'on a en double, docteur. Oui. Donc c'est vrai que c'est possible pour le rein et également pour le foie. Et en fait, il faut savoir que en Guadeloupe, depuis les dernières greffes à partir de donneurs vivants ont eu lieu en 2015. Alors qu'en 2017, il y a eu au total 3782 greffes rénales au niveau national et que 16% de ces greffes étaient à partir de donneurs vivants. Et en Guadeloupe, depuis 2015... Oui, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas un vivant qui s'est proposé, c'est ce que vous voulez me dire. Voilà. Est-ce que généralement, quand de son vivant, on donne plutôt à quelqu'un de sa famille ? Non ? Alors, je vais en parler tout à l'heure. Mais allez-y. Alors, le donneur, le donneur vivant, c'est une personne en bonne santé, majeure, qui a des liens affectifs, d'accord, ou des liens de parenté. Alors, le lien de parenté, ça... Alors, on va demander au père, à la mère, aux frères, aux sœurs, aux oncles, aux tantes. Voilà, ça, c'est le lien de parenté. Ce sont les proches de la famille. Et les liens affectifs, ce sont des personnes comme le concubin ou la concubine, ou une personne que ce patient connaît depuis plus de 2 ans. Ah oui, voilà. Il y a quand même une règle. Voilà. Oui. Voilà. Encore faut-il être compatible ? Ah oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'on est ou pas compatible avec quelqu'un ? On mesure ça comment ? Alors, première chose, donc le groupe sanguin. Donc, il faut une compatibilité au niveau du groupe ABO. Et ensuite, on regarde donc au niveau de ce qu'on appelle le système, le groupe HLA. HLA. Oui, donc c'est le système d'histocompatibilité. Si vous voulez, c'est à peu près, grosso modo, un peu la carte génétique. D'accord. Et il faut qu'il y ait donc une compatibilité entre le donneur et le receveur. C'est la raison pour laquelle c'est plus facile de le trouver dans la même famille ?
Pas obligé. Pas forcément, mais s'il y a... Papa, maman, peut-être un peu plus facilement pour l'enfant, par frère, exemple. Sœur, oui. Oui, frères et sœurs. Oui. Et donc, on peut avoir le regret, ici en Guadeloupe, indépendamment des donneurs en général, donner de son vivant, c'est pas une chose aisée. Voilà, parce qu'en fait, les personnes sont réticentes, elles ont peur. Ça, au cas où, si jamais elles tombent malades. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a tout un bilan qui est fait chez le donneur, et vérifier qu'elle n'a pas une maladie qui aurait des conséquences sur la fonction rénale. Est-ce que, parce que vous m'avez parlé des reins, là, les reins, j'arrive très bien à comprendre, on a 2 reins, donc on peut très bien fonctionner avec un rein. En revanche, vous m'avez parlé du foie. Oui. Et le foie, jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'un foie. Oui, mais le foie, il y a 2 lobes, le lobe gauche et le lobe droit. Ah ben je viens d'apprendre quelque chose alors, je ne connais pas trop moi l'anatomie. Voilà, donc on peut prendre donc... Oui, il y avait 2 poumons, mais donc il y a 2 lobes. Oui, oui. Ok, et les poumons, c'est pas possible, on peut pas enlever un poumon. Les poumons, c'est faisable. Bon, c'est vrai que c'est quand même très lourd, mais c'est vrai que en pratique, on peut faire le rein, le foie et le poumon. Kléber nous rejoint ici au 96 6000. Bonjour Kléber. Oui, bonjour. Merci d'avoir patienté. Je vous présente le docteur Lawson et Anne-Marie Ogoli-Sosa. Qui s'est patienté justement. Bien, en fait, vu l'émission, la date à peu près que vous nous signifiez les derniers dons correspond à celui où, entre guillemets, mes enfants ont dû faire don des reins de leur mère suite à un accident malheureusement qui l'a touché. C'était il y a quand même 3 ans de ça. Et je voulais, à travers votre émission, saluer le courage de mes 2 enfants, dont un qui est venu de métropole, vous savez, assez choqué et tout, et qui, quand même, a fait la volonté de leur mère. Et voilà. Et on peut parler d'expérience douloureuse, mais en vérité, lorsqu'on est face au problème, je pense pas qu'on réfléchit. Hein. On se dit, on est humain, si ça peut prolonger la vie d'un autre, voilà, il faut oublier les a priori, hein, la religion. D'ailleurs, mes gosses, ils sont nés en métropole, ils sont pas nés avec tous ces genres de choses qu'on a ici, coutumes, mœurs, ce qui fait que très souvent, c'est le foin, on va dire, qu'il y a au niveau des donneurs en Guadeloupe, quoi. Donc, je voudrais, par le biais de votre émission, un peu saluer vraiment la force mentale de mes gosses dans ce moment-là, d'avoir eu cette force de dire, voilà, notre mère avait demandé ça, donc on est pour. Et maman continue de vivre quelque part, là. Il faudrait poser la question aux enfants, mais c'est un petit peu ça. Non, mais elle vit dans le corps d'une autre personne, non? Ah oui, de ce sens-là, oui. Mais je veux dire que il faut s'arrêter aux choses simples. Et c'est un message aussi peut-être que je vais lancer aux compatriotes, hein, parce que vous savez, on parle beaucoup, mais comme si vous dites que vous avez eu que, je crois, une quinzaine, ça fait peu, hein, par rapport à une population qui vit dangereusement, hein, on sait bien. Alors, donc moi, du fait que mes gosses ont fait ça pour leur mère, donc mon épouse et moi-même, d'aujourd'hui, hein, je parle, hein, puisque elle-même, maintenant, on a également donc décidé que si d'aventure ça se produisait, nous on y mettrait au coffre, et donc mes gosses le savent. On ne peut que saluer l'initiative, hein, je pense, en tout cas l'élan. Témoignage très émouvant, et c'est vrai que si toutes les personnes pouvaient réagir de la sorte, ça permettrait à beaucoup de personnes de repartir, de leur donner un nouvel élan dans la vie. Oui. Et si, enfin, votre bien, mes enfants avaient ramené un gros bouquet de fleurs pour l'équipe, pour leur dire en fait qu'ils le remerciaient d'avoir fait tout ce qu'ils ont pu faire pour sauver leur mère, et qui, voilà, la vie continuait, c'est ainsi quoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais voilà. Ça s'adresse à vous, hein, puisque c'est vous l'équipe. Hein. Merci beaucoup. Merci de votre témoignage. J'ai assisté à ce problème, quand même ça a duré quelques jours, parce que vous avez le temps de voir si on peut récupérer la personne, etc. Je peux vous dire que c'est poignant, quoi. Parce que bon, la personne qui est, comme vous dites, un peu morte
cérébralement, quoi. Par la voilà, comme ça, il faut pas se laisser envahir par d'autres pensées, hein, sinon, entre guillemets, on fait rien. C'est pour ça, moi, j'ai dit, il faut que la population se mobilise. La Guadeloupe, c'est facile de dire c'est en nous, c'est à ce moment-là qu'on sait réellement si c'est en nous, c'est-à-dire faire le don de soi aux autres. C'est ça. Moi, comme je dis toujours, il suffit pas de parler. Si je le fais, si je l'ai demandé, c'est parce que c'est à travers nos gestes qu'on sait demain si on est grand ou pas, quoi. Il faut plus parler, il faut plus réfléchir aujourd'hui, il faut aller dans un même sens, c'est-à-dire aller vers une Guadeloupe qui serait, entre guillemets, vraiment à nous au sens propre du terme. Ne pas toujours s'évaporer avec des pensées obscures, mais de se dire que notre geste comptera pour permettre à cette Guadeloupe d'exister pour, entre guillemets, des siècles et des siècles. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Merci Kléber, il devrait y avoir plus de points de vue comme le vôtre. Bonne journée, merci du témoignage. Voilà, vous avez trouvé un allié de poids. Oui. Il n'y a pas mieux comme communication que quelqu'un qui parle pour vous et qui va dans votre sens, docteur Piane-Marie. On a retrouvé Nadia, je crois, si tout va bien, elle devrait être par ici. Bonjour Nadia. Bonjour Christophe, bonjour à vos invités. Bonjour. J'appelle pour une question parce que vous disiez, docteur, que la carte n'est plus valable. Moi, ma carte, elle date de Mathusalem à l'époque où j'habitais Paris. Ça veut dire que ce que j'avais souhaité, c'était France Adot. Je ne sais pas si ça existe encore. Oui, ça existe, oui. Oui, mais ça veut dire que moi, cette carte, je l'ai toujours avec moi. Peu importe, elle est dans mon porte-monnaie. Vous disiez à Christophe que ça n'existe plus. Non, ce que j'ai dit, c'est que la carte n'a rien de légal. En fait, donc moi, je suis le responsable de la coordination hospitalière du prélèvement d'organes et de tissus au CHU de la Guadeloupe. Nous distribuons des cartes qui nous sont données, transmises par l'Agence de la biomédecine. C'est l'établissement qui gère le prélèvement et la greffe à l'échelon national. Mais en fait, la carte n'a rien de légal. C'est un plus en termes de témoignage, d'expression de sa volonté, mais elle n'a rien de légal. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez vous garder encore, même si votre carte date de 10 ans, 15 ans. Oui, vous la gardez, oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est d'informer vos proches. Parce que si vous venez à l'hôpital, vous êtes admise à l'hôpital, vos affaires vont être remises à votre famille. Donc, le portefeuille, on ne l'aura pas. Hein? D'accord. Et si, malgré vous rentrez pour une pathologie X ou Y qui, malgré tout ce qu'on a pu faire, évolue vers un état de mort encéphalique, on n'aura pas la carte. D'accord. Voilà. Mais et de toutes les façons. Moi, je sois d'accord et ma famille ne le soit pas. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Parce que j'en ai déjà discuté dans ma famille. Oui, donc, ça arrive. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Ça arrive. Et justement, on essaye de faire comprendre aux proches qu'il faut respecter la volonté du défunt. D'accord. Il faut respecter sa volonté. Ok. Voilà. Parce que je sais que dans ma famille, tout le monde n'est pas faux. Et comme disait le monsieur que vraiment, Kléber, extraordinaire son témoignage, moi je me dis au lieu d'aller pourrir dans la terre, j'aime mieux imaginer que mes proches sachent que je vive à travers une ou des personnes. Moi, je vois ça comme ça. Mais bon, après, c'est tellement particulier. Mais comme le monsieur, j'invite les gens à faire cette démarche bien avant. Parce que je crois qu'au moment du départ du proche, on n'est peut-être pas prêt. Mais d'en parler avant de l'écrire, je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut le faire avant. Ou ça peut être plus difficile, c'est peut-être pour un enfant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci Nadia. Avant de continuer de donner la parole à nos auditeurs, je parlais de parcours du combattant, le cheminement avec vous, Anne-Marie, puisque vous êtes bien placée pour en parler. Vous êtes infirmière coordinatrice de la greffe rénale anti-Guyane. Alors, quel est le parcours exact? Alors, le parcours va se dérouler en 3 étapes. Donc, la première étape, c'est informer le patient de l'origine des reins.
Les reins préviennent d'un donneur décédé ou d'un donneur vivant. Alors, le donneur décédé, c'est une personne hospitalisée dans un service de réanimation en état de mort encéphalique, c'est-à-dire que la destruction, elle est irréversible du cerveau. D'accord. Et le donneur vivant... On sait qu'on ne peut plus rien faire pour cette personne. Voilà. Et le donneur vivant, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est une personne en bonne santé qui a des liens affectifs ou des liens de parenté. Ensuite, je vais parler de l'appel de greffe. L'appel de greffe, c'est lorsqu'un donneur est décédé, d'accord, et qu'un rein lui est proposé. Donc cette personne, elle est appelée en urgence à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est maintenant ou jamais. Il faut qu'il soit joignable 24 heures sur 24. Sinon, le rein passe à quelqu'un d'autre. D'accord ? Et puis la liste d'attente Voilà, est longue. Voilà, donc il faut qu'il soit joignable. Donc voilà. Ensuite, je vais lui parler du déroulement de l'intervention, parce que c'est une intervention. Donc il est hospitalisé dans un service d'urologie, donc du CHU. D'accord ? Il est pris en charge. C'est le professeur Blanchard ? Le professeur Blanchet, le service du Blanchet, professeur du professeur Blanchet. Donc il est pris en charge par l'équipe chirurgicale au bloc opératoire. D'accord ? C'est une intervention qui se fait sous anesthésie générale. Ah bah oui. D'accord ? Et qui dure au moins 3 heures. D'accord ? Et dès l'intervention, on commence le traitement immunosuppresseur. C'est un traitement qui évite le rejet du greffon. Voilà. Ensuite, quel est ce traitement ? C'est un traitement médicamenteux, c'est quoi ? Oui, c'est un médicamenteux qu'on injecte, c'est-à-dire en perfusion au bloc opératoire, puis on prend le relais par des comprimés après. Donc c'est un traitement à vie. À vie, voilà. Donc il faut absolument respecter les doses et les horaires. D'accord ? Alors, l'hygiène de vie, ça c'est capital, c'est primordial pour la survie du greffon. Il en dépend, le greffon. Il faut que le patient ait une alimentation saine et équilibrée, qu'il fasse une activité physique. Mais ça, c'est valable même quand on n'a pas de greffon. L'activité physique. Voilà. Mais là... non, mais encore plus valable. Hein. Et il peut reprendre une vie quasi normale. Reprendre son travail, son activité professionnelle, voyager, faire beaucoup de choses. D'accord ? Mais il faut que le traitement soit pris aux heures régulières. Les doses aussi, respecter les doses. Et on est hospitalisé combien de temps ? Alors, l'hospitalisation peut durer de 10 à 15 jours. Si le patient ne fait pas une infection, s'il n'y a pas de problème. Donc, il reste 10 à 15 jours, d'accord ? Et ensuite, après, il vient en hôpital de jour, d'accord ? Il va avoir des examens pendant 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, ou le lundi, vendredi, ça dépend. Et ensuite, après, on va le suivre tous les mois. Ensuite, tous les 6 mois, et ensuite, après, chaque année. On ne le suit plus presque. Donc, il a un suivi assez... On a du mal à le suivre parce qu'il court vite. Merci beaucoup. Alors, attendez, j'ai pas fini mon parcours. C'est pas fini, le parcours encore ? Non. Ensuite, il y a le bilan pré-greffe qui comprend un bilan sanguin, un bilan complet. Oui. Là, il y a comme disait le docteur Lawson, le bilan immunologique, le typage HLA et la recherche des anticorps anti-HLA, les sérologies, tout le bilan biochimie, hématologie. Ensuite, nous avons le bilan morphologique. Alors, c'est un bilan où l'imagerie est importante, c'est-à-dire il faut faire des radios, un scanner, d'accord ? Et nous avons aussi des explorations cardiaques et vasculaires. C'est important. Ensuite, une fois que ce bilan est fait, je programme les consultations du néphrologue, de l'urologue et de l'anesthésiste. Une fois que ce dossier... On combine plusieurs disciplines. Hein. Ah oui, parce que c'est l'équipe pluridisciplinaire, comme j'avais dit au départ. Donc, ce dossier sera évalué en staff pluridisciplinaire. Une fois que l'autorisation a été validée, je l'inscris sur la liste nationale d'attente, gérée par l'Agence de la biomédecine. Et là, il faut être joignable 24 sur 24, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Voilà le parcours pré-greffe d'un patient insuffisant rénal. Anne-Marie Ogoli-Saussin, infirmière coordinatrice de la greffe rénale anti-Guyane, et le docteur Roland Lawson, vous patientez. Juste quelques conseils et on revient dans un instant avec d'autres appels au 96 6000.
la libre antenne, bonsoir, on vous écoute. Bonsoir tout le monde, bonsoir la première. Alors, réponse à la question, allons-nous sortir du racisme? La libre antenne, c'est à vous, vous êtes à l'antenne. Bonsoir Julien. Oui, bonsoir. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont à l'écoute. La libre antenne, du lundi au vendredi de 20h à 22h30. La libre antenne, nous avons les moyens de vous faire parler. Avec Kelly sur la première. Faisons la chasse à nos déchets. Bienvenue sur le village de l'économie circulaire en Guadeloupe. Redonnons une nouvelle vie à ces objets du quotidien. Votre machine à laver ou votre cafetière pourrait bien vivre plus longtemps que prévu après une petite réparation. Offrons une seconde vie à certains de ces objets devenus encombrants. C'est le défi lancé samedi 20 octobre dans ce grand village de l'économie circulaire de 8h à 17h au Memorial Act. Soyez les premiers à faire partie du changement samedi et aux côtés de votre radio Guadeloupe la première, toujours première sur les bons coups. Retrouvez vos émissions avec vos animateurs en direct sur le site de 8h à 16h sur Guadeloupe la première. La première. La Guadeloupe fait partie au sein des grands melonniers français, des derniers sites où on fait encore du lys. Donc on se bat pour le maintenir parce que c'est un melon de qualité supérieure. Camognoc, l'agriculture en action. Quand on veut faire de l'apiculture, il faut connaître la flore. Si on ne connaît pas la flore, on va juste suivre les autres. On ne peut pas planter des bananiers sur un sol compacté comme ça ne marchera pas. Camognoc, le samedi, 6h15 et 13h15. Production première, moi c'est Christophine. On pète tous ces plants-là, tonnelles-là, foie cassée. Avant machine, c'était marée journée quand on a tout vu et en fait. Camognoc, nouvelle saison avec Josiane Champion sur Guadeloupe la première. À retrouver en podcast sur guadeloupelapremière.fr. Focus de l'investigation. Je suis étonné qu'en 2018, on ne se dise pas qu'il nous faut absolument supprimer le chlordécone de tous les aliments. Je suis sidéré en tant que médecin. De l'immersion. J'aime pas la politique haïtienne et que les politiciens n'ont pas la capacité d'aider le peuple haïtien. Ils se posent toujours pour son intérêt. De la polémique. Dire que le bac est déprécié ou dévalué, simplement, la baisse d'exigence entraîne forcément une baisse de niveau. Des dossiers sensibles. Je pense que la raison d'État était en jeu. S'il y a une cible dans cette affaire-là, c'est bien Kataï. Coût était l'enjeu. Éclairage sur une société pas toujours transparente. Votre magazine Focus, c'est tous les mardis 18h30 sur Guadeloupe la première. Avec Colette Borda, Franck Aristide, Josiane Champion, Sébastien Gilles. Et votre rendez-vous utile et pratique, c'est CMCN, c'est mieux chez nous sur la première. Vous auriez tort de passer à côté. On est là pour répondre à vos interrogations et singulièrement en matière de dons d'organes. Docteur Roland Lawson a fait le déplacement. Il est président de l'AFIM, l'association pour la formation, l'information médicale et la santé. Et puis, si vous étiez avec nous il y a quelques minutes, eh bien, vous avez entendu le cours magistral d'Anne-Marie Ogoli-Sosin sur le chemin emprunté par tous les donneurs. Les receveurs, autant pour moi. Infirmière coordinatrice de la greffe rénale anti-Guyane. C'était pour savoir si vous suiviez un petit peu. En tout cas, chez nous, on est servi. Prévalence de l'insuffisance rénale chronique terminale 2 fois plus élevée que dans l'Hexagone. Est-ce qu'on a une idée, j'imagine, je vous pose la question, mais pour quelle raison chez nous c'est 2 fois plus important? À cause de la fréquence de l'hypertension artérielle et du diabète. Et le diabète. Oui. Diabète et... Ce sont les causes. Ouais. De l'insuffisance rénale. Allez, on va donner la parole à Michel tout de suite au 96 6000. Bonjour Michel. Bonjour Christophe. Bonjour. Aux invités, hein. Bonjour. Voilà, moi j'ai une question à poser. Dans ma tête et sur mon cahier, j'ai déjà marqué que je donnais mon corps à la médecine. Alors, est-ce que c'est valable ou est-ce qu'il faut faire quelque chose de plus poussé? Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où les personnes qui sont pour le don du corps à la science, en général, ce sont des personnes qui sont pour le don d'organes. Oui. Alors vous avez dit que vous avez noté ça dans oui, sur un cahier, mes enfants sont au courant. Dans un cahier. Oui. Concernant le don du corps à la science, en fait, il faut faire une démarche. Oui. Il faut faire un dossier au niveau, pour la Guadeloupe, au niveau donc du service du professeur Uzel au CHU de la Guadeloupe. Oui, alors je vais vous poser une question. Est-ce que mon médecin traitant peut me faire cette démarche-là? Non. Non, c'est vous qui devez faire la démarche auprès du secrétariat du professeur Uzel. Attendez, je marque ça parce que je change de main là. Alors le professeur Uzel, U-Z-E-L. D'accord. Au CHU.
C'est-à-dire, on appelle, vous appelez Michel, vous appelez le CHU, vous demandez le service du professeur, le secrétariat, le professeur Uzel, et vous expliquez pourquoi, et puis on va vous mettre en relation avec lui. Il y aura un dossier à remplir. D'accord. Et à ce moment-là, ils vont vous renvoyer un document comme quoi que vous êtes inscrite en tant que donneur pour donner votre corps à la science. La médecine. Parce que moi, j'avais fait juste un petit truc que j'avais signé, mais bon, je me suis dit, je pose la question avant. Oui, non, il faut faire la démarche. Merci Michel. Très bonne émission, enfin. Moi, très bonne émission. Hein. Moi, c'est Christophe. Merci Michel, au revoir. Merci, au revoir. On va continuer de travailler pour vous et pour vous servir, c'est notre mission. Et on l'a accepté, notre mission. On peut revenir brièvement sur... Pardon ? Sur l'incidence, c'est ça ? Non, sur les freins parce que on a beaucoup parlé de ça j'en ai déjà entendu parler ailleurs. Mais est-ce que vous pouvez rappeler à tout le monde quels sont les principaux freins qui poussent les gens à ne pas donner une partie de leur corps ? C'est d'abord la peur de l'inconnu et la méconnaissance de l'état de mort encéphalique, la crainte. On est mort, mais le cœur bat. Bien sûr, il y a des médicaments qu'on utilise pour maintenir l'activité cardiaque. La personne est reliée à une machine qui respire à sa place. Donc, on voit sur les écrans le cœur qui bat. On voit également la cage thoracique, la poitrine donc qui bouge. Et c'est vrai que c'est difficile pour les personnes. Donc, elle pense toujours que la personne, elle est là et qu'il va y avoir un miracle. Oui, c'est ça. Donc, il y a des facteurs, c'est multifactoriel. Tout à l'heure, c'est Kléber qui faisait référence à l'aspect religieux. Ça aussi, c'est à prendre en ligne de compte. En ligne de compte, oui. Ouais. Et également, donc, la peur de voir le corps mutilé. Et en fait, le prélèvement d'organes, c'est une intervention chirurgicale comme une autre, qui répond aux règles des interventions chirurgicales. Pendant le prélèvement, la coordination hospitalière est présente pour veiller que tout se passe correctement. Nous sommes les garants de la famille et également nous sommes les yeux de l'agence de la biomédecine. Après les incidents qu'il y a pu y avoir au CHU, c'est un service qui n'a pas trop souffert. Le plateau technique est vraiment opérationnel là au CHU au moment où on parle. Oui. Le plateau technique est opérationnel. Jusqu'à quel âge, docteur Anne-Marie, jusqu'à quel âge on peut donner des reins par exemple? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. C'est l'âge physiologique et en fonction des examens pour vérifier la fonction rénale. On ne va pas avoir le temps de donner la parole à d'autres personnes, mais vous êtes nombreux à nous appeler au 05 90 96 6000. J'imagine que la raison, elle est simple, c'est que chez nous, il y a beaucoup de gens qui attendent. Il y a beaucoup d'insuffisants rénaux. Il y a beaucoup d'insuffisants rénaux. Actuellement, nous avons 198 patients en attente d'inscription. Qui sont dans leur cheminement, c'est ça, dans le parcours. Et il y en a combien qui attendent en Guadeloupe ? Là, je vous ai dit 198. En attente d'inscription. Non, mais ceux qui sont déjà inscrits, là, ceux qui sont déjà inscrits, oui. Il y en a 160, aux environs de 160. 160, donc en gros, à terme, il y en a 300 qui potentiellement qui sont en attente. À peu près. Ça fait 300 familles quand même. À peu près. Mais ça fait beaucoup de monde. Et qui sont tous sous dialyse. Alors, il y en a qui dialysent et il y en a d'autres qui ne dialysent pas. Parce qu'il y a aussi des patients qui sont insuffisants rénaux qui ne dialysent pas. Comment on fait ? Qui pourraient être inscrits et greffés. Ça s'appelle la greffe préemptive. Non, mais attendez, voilà. Ils sont insuffisants rénaux. D'accord. Ils ont, si vous voulez, un débit de filtration glomérulaire, c'est le volume filtré par le rein, d'accord. Ce débit de filtration glomérulaire, s'il est inférieur à 15, donc on peut envisager la dialyse, mais s'il est au-delà de 15, c'est-à-dire entre 18 et 22, ces patients ne dialysent pas. Ils sont suivis par un néphrologue tous les 3 mois. Ils font un bilan et on voit un petit peu comment la créatinine, ce qu'on appelle, c'est un composé
un déchet. Donc, on voit si la créatinine augmente ou elle baisse. Allez, il nous reste 30 secondes juste pour vous inviter jeudi. C'est demain, jeudi. Demain, de jeudi. 19h à 20h, une marche pour un geste de solidarité sur le parcours sportif nocturne de Jarry, donc en association avec la ville de Bémao. Départ au niveau du rond-point. On y va pour, c'est vraiment par solidarité. Il y a quoi, voilà. C'est juste pour se faire voir ou est-ce qu'il faut payer une... Non. Tout le monde est invité, public, patient, greffé. D'accord, soyez solidaires. Les professionnels de santé aussi. Conférence débat également sur les représentations de la mort dans la société guadeloupéenne. Ouais. C'est au Vélodrome Amédée de Trot et ça c'est vendredi à 18h30. Voilà, donc pour justement essayer de trouver des pistes pouvant expliquer les réticences aux dons. Et puis on vous invite évidemment à aller voir cette fresque Moon Guadeloupe, mis en nouveau souffle pour la vie. Et ça, le rendez-vous, c'est au terminal régional à l'aéroport Paul Caraïbe. Oui, vous levez le doigt, vous avez le droit de 2 secondes. Nous attendons M. Jacques Valente qui a été greffé. Il fait la route du Rhum, donc il va partir le 4 novembre. Il devrait arriver en décembre, donc il faudra l'accueillir. Il fait la route du Rhum comment ? Avec son bateau. Ah, il fait avec son bateau ? Oui. Il fait ça tous les 4 ans. Il y a 4 ans, c'est la route du Rhum. Voilà. Ah, on n'avait pas parlé de ça. Alors, Jacques Valente va arriver peut-être en décembre, parce qu'il n'a pas un bateau aussi performant que les autres. Il ne fait pas ça pour le sport. Et il faut venir en masse l'accueillir à la marina. Ça, il faut Merci. Il faut évidemment venir nous en parler, nous tirer les oreilles si on n'en parle pas. Alors, merci beaucoup Anne-Marie Ogolis-Saussin. Vous êtes infirmière coordinatrice de la grève rénale anti-Guyane. Vous avez fait le déplacement. Merci. Et merci au docteur Roland Lawson également. On se donne rendez-vous l'année prochaine, Roland ? Oui. D'accord, très bien. Allez, très bonne journée. Merci. Retrouvez C'est mieux chez nous du lundi au vendredi de 9h à 11h sur Guadeloupe la première.